passe à la deuxième communication. Merci. Et donc là, c'est une séance de neuropédiatrie. Et donc le professeur Kaussar Habbaj de Tanger, c'est d'après l'expression de Mme Haj Khalifa, c'est une étoile montante. C'est ça ce que tu avais dit à Tanger. Donc c'est une élève de Haj Khalifa. Et donc il va nous traiter la myotrophie spinale. Il faut respecter le temps. Ok. Pardon? Donc 20 minutes pour la conférence. Parfait. Et 10 minutes pour la discussion. Parfait. Merci beaucoup, Dr Husseini. Merci beaucoup à l'Amicale des pédiatres de Fès pour cette aimable invitation. Je suis vraiment honorée d'être parmi mes maîtres et aussi mes confrères. Et le sujet qui m'a été confié, ou le sujet que j'ai proposé, c'est le syndrome des spasmes infantiles, que vous connaissez tous sous le nom de syndrome d'Ouest. Alors, le syndrome d'Ouest ou le syndrome de spasme infantile, je commencerai par une petite introduction de sujet. C'est un syndrome qui est particulier, épileptique certes, mais il est particulier pour différentes raisons, qui touche particulièrement les nourrissons de 3 mois à 12 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, on va voir ça dans les critères diagnostiques. Sa fréquence ou son incidence est de 2 à 5 cas pour 10 000 naissances vivantes, mais c'est des fréquences des pays autres que le Maroc. Je pense que dans notre contexte et dans notre pratique, la fréquence est beaucoup plus élevée que ça. Donc, comme vous connaissez tous que le syndrome de spasme infantile ou le syndrome d'Ouest est caractérisé par cette triade que nous avons connue tous, les spasmes épileptiques, les anomalies intercritiques en faveur d'une hypsarythmie et une certaine détérioration des comportements et des capacités cognitives. Alors attention, c'est une situation d'urgence et c'est pour ça que j'ai tenu à présenter ce sujet parce que malheureusement, ce n'est pas la même chose que les autres syndromes épileptiques. Le syndrome de West, il a cette particularité qu'il doit être diagnostiqué en urgence et on doit démarrer un traitement en urgence. Plus on tarde à démarrer un traitement, plus on risque d'avoir des séquelles et une détérioration cognitive. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre au sérieux. Malheureusement, dans de nombreuses situations, sa prise en charge reste quand même complexe. Et bien sûr, il est assez méconnu. On le voit dans notre pratique. Et même, on avait fait une étude qu'on a trouvé des délais de diagnostic qui revenaient à 4 mois. Et voire pire que ça. Malheureusement, je vois des enfants en consultation en neuropédiatrie à un âge d'un grand enfant avec un retard mental sévère. Et quand on demande, quand s'il était nourrissant, est-ce qu'il ne faisait pas des mouvements de spasme, mes parents me disaient oui. Donc, malheureusement, souvent, ça passe encore inaperçu. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans le syndrome de West ou le syndrome de spasme infantile? C'est justement, on a redéfini ce syndrome et aussi on a redéfini les critères diagnostiques pour être plus large. Donc, le syndrome de West anciennement décrit, c'était la triade justement, l'hypsarythmie, les spasmes épileptiques et la stagnation ou la régression du développement. Par contre, quand on parle actuellement de syndrome de spasme infantile, le syndrome de West reste qu'une entité dans le syndrome de spasme infantile. C'est-à-dire le syndrome de spasme infantile, il regroupe tout enfant qui fait des spasmes épileptiques, qu'il y ait ou non une régression, qu'il y ait ou non une hypsarythmie à l'EEG. Donc, juste un petit mot sur l'historique. Le docteur West, c'était le premier qui a décrit ce syndrome. C'était sur une lettre fameuse qui était envoyée au Lancet, qui décrivait les crises chez son propre fils. Alors, la nouvelle classification de la Ligue internationale de l'épilepsie de 2023, il a mis le syndrome de spasme infantile dans le cadre ou dans le cadre des encéphalopathies épileptiques et développementales. Qu'est-ce que ça veut dire, ce groupe d'encéphalopathie épileptique et développementale? Ça veut dire 2 choses. Quand on parle d'encéphalopathie développementale, ça veut dire que la détérioration est peut-être avant l'instauration ou l'apparition du syndrome de spasme infantile. Quand on parle d'encéphalopathie épileptique, ça veut dire que c'est l'épilepsie qui est responsable. Ce sont les crises qui sont responsables de cette détérioration. Quand on parle par exemple d'une épilepsie absence, ce n'est pas une encéphalopathie épileptique parce que les crises ne vont pas être responsables de la détérioration. Par contre, dans le syndrome de spasme infantile, c'est ce qui fait sa gravité, c'est l'épilepsie qui sera responsable d'une détérioration cognitive.
Alors, comme on en a dit, malheureusement, ça souffre, on va voir ça à travers des cas cliniques, d'une errance diagnostique très très fréquente, malheureusement dans notre contexte, parce que justement, tout le monde connaît les crises convulsives ou les crises épileptiques sous forme tonico-clonique généralisée, mais les spasmes sont souvent confondus malheureusement avec des coliques, avec des douleurs abdominales, avec d'autres manifestations qui n'ont rien à voir avec le syndrome de spasme infantile. Là, la vidéo familiale, il est crucial et c'est la clé généralement pour poser le diagnostic. Donc, n'hésitez pas à demander aux parents de prendre en vidéo les crises pour justement poser ce diagnostic. Il y a certaines ressources éducatives qui sont mises pour sensibiliser les médecins, les gens et même les parents pour poser le diagnostic à temps suite à des initiatives internationales, par exemple une organisation mondiale ONG Cure Épilepsie qui a fait cette initiation de ce qu'on appelle STOP. Alors, c'était une initiation de cure épilepsie. STOP, c'est une abréviation ou c'est un acronyme. S pour savoir reconnaître les signes. Quels sont ces signes? C'est particulièrement ce spasme épileptique, qui ce sont des mouvements incontrôlés, répétés en salve. T pour tourner une vidéo. Donc, une fois on suspecte, il faut tourner la vidéo pour montrer le médecin le plus proche. Et O pour obtenir le diagnostic. Et P pour prendre le traitement adapté, comme on a dit, le plus rapidement possible. Et le problème avec le syndrome de spasme infantile, c'est qu'il est résistant aux antiépileptiques habituels. Et ça, on va l'aborder quand on parlera de traitement. Donc, pour revenir aux signes particuliers de syndrome de spasme infantile, on a dit le critère obligatoire numéro 1, et le seul critère obligatoire pour l'instant dans la nouvelle classification, c'est la présence d'un spasme épileptique. Donc, ce spasme épileptique, dans la nouvelle classification de la Ligue internationale de l'épilepsie, il est classé aussi bien dans les crises d'origine focale que généralisée, que des crises d'origine inconnue. Mais c'est le critère indispensable. Je vais vous montrer à quoi ressemble un spasme typique. Donc, c'est un spasme symétrique. C'est pour ça que les parents souvent se disent que peut-être c'est des coliques, c'est confondu. Mais ce caractère en série, une après l'autre, c'est particulier et doit attirer l'attention pour consulter le plus rapidement possible. Donc, c'est une série de contractions involontaires. Et là, c'est une autre vidéo qui montre plutôt un spasme asymétrique. Là, c'est sur une asphyxie périnatale. Donc, c'est plutôt sur une lésion cérébrale. Donc, c'est un spasme asymétrique. Alors malheureusement, ce n'est pas aussi évident dans tous les cas et c'est ça qui fait la difficulté de ce sujet. Parfois, c'est très très frustrant. Donc, mais je reviens pour dire, à chaque fois que nous avons quelque chose qui se répète en salve, ça peut être un spasme. Cette petite trisomique, au départ, il faisait ses mouvements palpébrales. Et ça a été malheureusement pris comme un problème de végétation. Il a traîné pour poser le diagnostic. Donc, mais là, vous constatez bien que ces mouvements de paupières qui sont en salve répétés. D'accord? Donc, soyez très attentifs. Ce n'est pas que les spasmes typiques. Parfois, il peut y avoir juste une modification au niveau des grimaces, mais ce caractère en série doit vous attirer l'attention. Quelques mois plus tard, il fait le spasme typique clair et malheureusement, le diagnostic, on perd déjà 2 ou 3 mois de prise en charge que certainement aurait un impact sur son plan cognitif. Alors, parfois, c'est très difficile de faire parce que ça peut être très précoce. Généralement, l'âge, on a dit que c'est entre 3, le pic c'est entre 3 mois et 12 mois, mais ça peut être plus tôt. Et parfois, ça peut prêter attention avec des myoclonies. Là aussi, c'est très discret. Vous allez voir par rapport à ce petit bébé, c'est très discret d'avoir ces... Mais comme je vous dis, la clé peut-être, c'est ce caractère en série. Mais attention, parfois, il peut y avoir juste un seul spasme, pas obligatoirement une série. Donc, toujours, à chaque fois que vous avez un doute, il faut faire un EG en urgence.
Le problème aussi qui se pose pour le retard diagnostique, c'est que ça peut survenir souvent chez des enfants qui ont déjà d'autres types de crises épileptiques. Par exemple, cette petite qu'on a vue la semaine dernière, qui faisait avant des crises focales, des clonies focales, et c'est quelques jours après, ou des semaines après, qu'elle fait un spasme typique. Ça ne veut pas dire qu'elle était sous traitement, mais parce que la prise en charge va changer obligatoirement. Donc le fait qu'il passe à un autre syndrome épileptique, et c'est une autre prise en charge. C'est une petite à 3 mois qu'on met des lunettes, mais les lunettes, parce qu'il y a une régression psychomotrice, malheureusement c'est parce qu'il y a l'épilepsie, il y a l'encéphalopathie épileptique. Donc, le premier critère dont on a parlé tout à l'heure, c'est les spasmes, c'est le principal critère, c'est l'obligatoire. Après, à l'électroencéphalogramme, l'hypsarythmie, mais, et c'est ce qui est nouveau dans le diagnostic de spasme, de syndrome de spasme infantile, l'hypsarythmie n'est plus obligatoire. C'est-à-dire on peut retenir le diagnostic et traiter sans hypsarythmie dans la nouvelle classification. Donc, on a vu la diapo typique d'une hypsarythmie, ce tracé anarchique. On peut, ce qu'on appelle une hypsarythmie fragmentée, surtout au sommeil. Alors, ce qu'il faut veiller, quand vous ne trouvez pas d'hypsarythmie, il faut veiller à enregistrer ce spasme pour être tranquille. La meilleure façon, c'est faire endormir une petite sieste le nourrisson. Au moment du réveil, ça ne rate pas. Généralement, ils font des spasmes au moment du réveil. Donc là, mais par contre, il faut être sensibilisé. Il faut mettre des électrodes sur les deltoïdes. Comme ça, vous avez cette contraction musculaire, ce qu'on appelle losangique, qui est très caractéristique du spasme épileptique. Donc, chez ce patient, le tracé n'est pas hypsarythmique, mais on a enregistré en vidéo EEG un spasme clair, donc ça ne laisse pas le doute, c'est un syndrome de spasme infantile. Le troisième critère, qui n'est pas obligatoire, c'est la régression psychomotrice. Pourquoi il n'est plus obligatoire alors qu'avant c'était obligatoire? C'est parce que cette régression, il peut procéder les spasmes, il peut être insidieuse ou difficile à diagnostiquer, surtout pour les tout petits, les 2 mois, 3 mois. Parfois, ce n'est pas évident de trouver la régression parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'acquisitions psychomotrices. Il ne faut pas attendre non plus la dégression pour démarrer un traitement. Parfois, c'est juste le nourrisson qui devient irritable, grincheux. Alors là, ça résume un petit peu les critères diagnostiques. Donc, comme on a dit, le critère obligatoire, c'est la présence de spasmes épileptiques, le début entre 2 mois et 2 ans, et le EEG. On peut trouver l'hypsarythmie atypique, on est tranquille si c'est le cas, mais sinon, n'importe quelle anomalie épileptique, ou si on arrive à enregistrer un spasme épileptique, ça suffit pour poser le diagnostic. Et bien sûr, les critères d'exclusion, il faut éliminer d'autres encéphalopathies épileptiques, comme le syndrome de Lennox-Gastaut. Alors, une fois on a fait le diagnostic positif, en se basant sur les critères qu'on vient de voir, c'est d'ailleurs là j'insiste surtout sur le EEG en urgence. Ce ne sont pas les malades qui peuvent attendre un rendez-vous de EEG. Ils doivent faire le EEG dans les 2 jours, 48 heures, une fois on suspecte, et il faut prendre une décision thérapeutique le plus tôt possible. Donc, dans le service, les techniciens et tout ça, c'est écrit blanc. À chaque fois que vous voyez spasme, suspicion de OS et tout ça, donnez le rendez-vous dans les 2 jours qui suivent. J'ai un quota spécial pour laisser 1 ou 2 places juste pour ces enfants-là. Donc, une fois on fait un EEG en urgence, on enregistre les spasmes, il faut démarrer le traitement le plus tôt possible et en même temps, on démarre l'enquête étiologique parce que finalement, le spasme infantile, il y a plein d'étiologies et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Alors, si bien sûr nous avons des éléments, que ce soit cliniques ou radiologiques, en faveur de la sclérose tubereuse de Bourneau-Fil, qui s'accompagne souvent d'un spasme infantile, on peut se contenter que du vigabatrin, parce qu'il est très sensible au vigabatrin. Par contre, tous les nouveaux protocoles thérapeutiques actuels, c'est plutôt l'association d'office vigabatrin plus corticothérapie. Et bien sûr, ce sont des malades qu'il faut suivre. On les voit chaque semaine avec une évaluation clinique et EEG, parce que dans ce cas, comme vous avez bien compris, ce n'est pas que le fait de les crises qui disparaissent, mais cette épilepsie-là, elle est responsable d'une détérioration. Donc, je cherche aussi une normalisation de l'EEG et la disparition de l'hypsarythmie si elle est là.
Donc voici un schéma thérapeutique qu'on utilise. Donc la première fois, on démarre par le Vigabatrin. On essaie, la dose efficace, c'est minimum 100 mg kilo, mais on se donne quand même un jour pour qu'ils s'habituent, sinon ils sont très somnolents. Donc on démarre 50 mg kilo par jour en 2 prises, et puis on passe rapidement à 100 mg par kilo par jour en association avec la corticothérapie. Ça peut être le prénisolone dans les schémas récents, comme ça peut être l'hydrocortisone, comme on faisait avant. Et comme vous voyez, chaque semaine, chaque 4 jours, on évalue le malade, on adapte les traitements. Actuellement, on augmente les traitements et en 3e palier, on passe rapidement au régime cétogène. Il y a d'autres antiépileptiques qui peuvent être efficaces sur le spasme infantile comme le topiramate, les benzodiazépines, mais souvent, il est sensible au Vigabatrin et sur la corticothérapie. Malheureusement, quand ça ne marche pas, très probablement, ça va être un syndrome de spasme infantile pharmacorésistant. Alors là, c'est un banc d'électroencéphalogramme. Je ne vois pas le malade, je vois juste le banc. Pas de consanguinité, pas d'asphyxie périnatale, infection néonatale. Donc, il vient pour une convulsion complexe, partielle, apéritique, compliquée, PC normal, bilan hépatique normal, TDM cérébral presque normal, épaissement pariétal gauche, et examen ophtalmo, absence de réflexe de poursuite oculaire. Donc voilà, il a été bilanté sur le plan ophtalmologique et on nous demande un EG parce qu'il a fait d'autres types de crises. Alors c'est une VDEG. Donc c'est une petite en OCAC, donc on n'a pas fait le G en urgence malheureusement, on ne l'a pas lu en urgence, mais qu'est-ce qu'on tente? Quand on fait un électroencéphalogramme, on enregistre justement un spasme épileptique. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est très important de mettre ces électrodes là. Vous allez voir, la maman et la petite sont en train de dormir et brusquement, quand il arrive là, il y aura cette contraction avec ce spasme typique. Donc, oups, là, vous allez voir, là, le spasme. Donc là, je reconvoque le résident. Pourquoi vous n'avez pas mentionné? Il me dit jamais. Il m'a dit qu'il y a un spasme. Je demande à la maman, est-ce qu'il faisait de spasme? Même la maman ne se rendait pas compte. Donc voilà les diagnostics qu'on pose, alors que même les parents ne se rendent pas compte que finalement, ils peuvent... c'est pour ça que ça passe vraiment très inaperçu. Et justement, la perte de vision et tout ça, c'est dans la régression psychométrice, malheureusement, qui est passée inaperçue. Donc, par exemple, celle-là, il n'a pas fait en série, il a fait un seul. La maman, c'est ça le grand problème. Alors, concernant l'enquête étiologique, il y a plusieurs étiologies. Ça peut être les neuroectodermates, la sclérose tubereuse de Bournonville, les malformations cérébrales, les maladies métaboliques, génétiques infectieuses. On demande minimum une IRM et après, en fonction de la clinique, en fonction de l'orientation clinique, on procède aux d'autres examens jusqu'à le séquençage d'exomes, mais on démarre par au moins une imagerie cérébrale. Et après, c'est en fonction de cette évaluation initiale. Le deuxième cas clinique, c'est ce ANES qui est suivi depuis la période néonatale pour des crises partielles sous valproate et chez qui il y avait une IRM qui montrait une hémimégalencephalie. Donc, il avait une malformation congénitale et vous voyez, lui, il fait, puisqu'il a une hémimégalencephalie, il fait des spasmes asymétriques et plus que ça, il fait plutôt à l'EEG, à la vidéo-EEG, il fait une hémihypsarythmie. Normalement, pour ces patients-là, il faut faire une déconnexion chirurgicale de cet hémisphère qui ne fonctionne pas et qui n'arrête pas de convulser. Alors, malheureusement, on en a parlé dans le critère diagnostic que le spasme, ça touche les petits de 2 mois à 2 ans, mais parfois on peut avoir des spasmes tardifs. Et là, c'est encore plus compliqué à prendre en charge d'une part et à trouver l'étiologie. Donc là, c'est le cas de Brahim, pas de consanguinité, pas d'adaptation à la vie extra-utérine. Il a commencé à faire 4 à 5 clusters, c'est-à-dire de séries par jour, avec un développement psychomoteur qui était jusque-là normal. Donc vous allez voir que c'est que des grimaces. C'est vraiment frustrant pour ce petit. Là aussi, ce n'était pas très évident. Il va faire des grimaces avec sa bouche, mais c'est ce caractère en salve qui va faire que... Oui, mais encore là, hop, je pense là, il va faire un truc. Il n'a pas encore fait, hein. Il va le faire, il va le faire. Oups,
Là, il a fait, vous voyez, c'est comme une crise d'atonie, c'est comme une crise avec des petites grimaces de la bouche. Là, c'est encore plus clair, et l'on fait en série. Donc voilà, parfois ça peut être très très discret, mais c'est ce caractère en série. Là, il en fait. Hein. Alors, sur le G, justement, on a enregistré des spasmes épileptiques. Dans son enquête étiologique, il y avait une IRM normale. Il a bénéficié de tout un bilan étiologique qui était tout à fait normal. On est même arrivé à un séquençage d'exemples qui était normal, une évaluation neuropsychologique qui a montré quand même qu'il y a un petit retentissement sur réceptive et sur son langage sur les fonctions exécutives. Malheureusement, on a tenté tout un tas de médicaments et il n'a pas répondu. Valproate, clobazam lamotrigène, vigabatrin bien sûr, trileptal, ficampa. Il n'y avait que des petites légères améliorations et il a gardé. Donc, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on peut faire au sédatif? Alors, on refait une IRM un an plus tard et là encore, on trouve une lésion cérébrale avec des limites imprécises affectant les régions frontocentrales. Donc, c'était un enfant qui faisait un spasme infantile sur une lésion cérébrale. Et dans ce cas, c'est pour ça qu'on a... Enfin, c'est pharmacorésistant. Dans ces cas-là, c'est la chirurgie qui peut résoudre le problème. Le PET scan confirme la même chose et on fait justement une chirurgie avec une anapathe qui trouve cette entité qui était décrite récemment en 2022, je pense, de malformation cérébrale. D'accord, corticale. Donc, et l'enfant est guéri. Une fois il a été opéré, il a guéri. Il m'a ramené les sachets de Sabrilex parce que c'est un échange pour démarrer rapidement le traitement pour autres enfants. Donc, le dernier cas clinique, c'est le dernier. Donc, 3 ans et demi, consanguinité premier degré, 2 décès dans la fratrie, examen hypotonie axiale et périphérique. Et comme vous constatez, une petite qui a un teint dépigmenté. Donc là, il démarre à 3 ans, hein. Donc en sachant que c'est un tableau qui est très sévère. C'est un tableau de retard psychomoteur préalable très sévère avec des antécédents c'est-à-dire de décès dans la fratrie. Donc ça sent que sur le plan étiologique, il y a quelque chose derrière qui est très grave. Donc voilà la petite qui fait aussi des spasmes épileptiques. Mais pas que ça. Donc vous avez une étiologie en tête ? La chromatographie des acides aminés, oui, tout à fait, je suis d'accord, parce qu'il a un teint dépigmenté et ça doit orienter vers la phénylcétonurie. Malheureusement, au Maroc, on ne fait pas encore le dépistage de la phénylcétonurie et c'est grave parce qu'on diagnostique. Je suis d'accord, je vais y arriver. Donc, malheureusement, on ne fait pas le dépistage et souvent, ça se révèle par un syndrome de spasme infantile ou un syndrome de West. Mais cette petite, après qu'on a démarré le traitement, il a fait autre chose. 3 ans, oui. Là c'est une autre crise qu'il fait. C'est un autre type de crise. Et ce n'est pas des crises de spasme. Là, il fait des crises de dystonie. Là, c'est des crises pas épileptiques carrément. Donc, cette petite, il fait aussi bien des crises d'épilepsie. Donc voilà, pour résumer, retard psychomoteur sévère, encéphalopathie épileptique et des mouvements anormaux. Avec un teint dépigmenté, on a fait la chromatographie des acides aminés. Nous avons trouvé justement une phénylcétonurie, mais ce n'était pas que ça, parce que la phénylcétonurie n'explique pas les mouvements anormaux, n'explique pas l'état neurologique grabataire. Donc c'était plutôt une anomalie de neurotransmetteurs, la génétique. Donc c'était ce BH4, ce cofacteur où on avait une anomalie. Donc en conclusion, donc, le syndrome de spasme infantile, il faut encore et encore des efforts de sensibilisation qui sont nécessaires. Et l'enquête étiologique, malheureusement, parfois, elle est difficile, elle est très coûteuse. Il faut rechercher des lésions parce que parfois, il n'y a que le traitement chirurgical qui peut rendre service à ces enfants. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Habbech, pour cette belle présentation qui va susciter certainement beaucoup de discussions. On a tous fait stop lors de temps stop. Les vidéos étaient très explicites dans la majorité des cas. Parfois, les anomalies étaient vraiment très subtiles et c'est ce qui fait la qualité de l'observation que vous avez. Parfois, je remarquais les regards, au-delà des crises, les regards qui s'absentent de temps en temps.
et c'était très intéressant. Je laisse la parole à la salle. Madame Krioul. Bravo, Kawthar, pour cet exposé magnifique. C'est juste quelques remarques pour supporter ce que tu viens de dire et rajouter quelque chose. D'abord, une remarque sur plan clinique. Sur plan clinique, les spasmes épileptiques, effectivement, ils commencent vers l'âge de 3 mois. Mais quand ils commencent avant, c'est très, très difficile. C'est de pronostic mauvais. Donc, il faut toujours chercher l'âge d'apparition, c'est quelque chose de très important. Et aussi, chose importante au niveau clinique, c'est que comment l'enfant était avant l'apparition des spasmes. Si c'était un enfant très très bien, avec une bonne poursuite oculaire, avec une bonne tenue de la tête, puis après il a commencé à régresser avec les spasmes, là c'est déjà un bon pronostic, on est dans l'idiopathique, donc ça rassure. Donc effectivement, il faut toujours chercher cet élément important de développement avant l'apparition des spasmes. Sur plan effectivement, toujours clinique, c'est chercher les spasmes asymétriques. Ça, c'est important. Parce que si c'est asymétrique, ça sonne qu'il y a une lésion cérébrale au niveau et faire vite pour traiter et pour faire une bonne étiologie. D'abord, cette remarque sur plan clinique. Deuxième remarque sur plan électrique. Sur plan électrique, c'est vrai, il ne suffit pas de demander un électroencéphalogramme tout court. Au niveau particulièrement pour les spasmes épileptiques, le syndrome de West, si on demande un électroencéphalogramme en sommeil profond, en sommeil, on peut trouver un EEG strictement normal, alors que l'enfant, il est atteint d'un syndrome de West ou bien de spasme épileptique. Chose importante, c'est qu'il faut demander un EEG en veille, contrairement aux grands enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, où on a besoin, bon, la plupart des épilepsies, on a besoin du sommeil. Au syndrome de West, on a toujours besoin d'un sommeil, d'un EEG de veille, parce que c'est là où on trouve l'hypsarythmie. Dès qu'il rentre dans le sommeil, il fragmente son hypsarythmie et parfois il l'efface. Donc ça, c'est le deuxième élément électrique très important en matière de syndrome de West. Troisième élément sur le plan étiologique, tu viens de dire, bon, je n'ai pas vu sur la liste la phénylcétonurie, mais finalement, tu t'es rattrapé, effectivement, tu es un malade phénylcétonurique. Du moment où on ne fait pas encore le dépistage, beaucoup de malades phénylcétonuriques commencent par les spasmes épileptiques. Donc, et surtout s'il s'agit d'un enfant du Nord, etc., d'une famille un peu blonde, on peut facilement passer à côté de la maladie. Deuxième élément sur plan clinique, parfois les parents, ils viennent pour autre chose, pas pour les spasmes. Ils viennent pour des signes de l'autisme. Ils viennent pour des troubles du spectre autistique alors qu'il s'agit des spasmes épileptiques qui sont passés aperçus. Dernière remarque sur plan thérapeutique. Donc moi, je suis un peu liée à mon contexte. Dans notre contexte, nous n'avons pas le Vigabatrin. Le Sabril n'est pas disponible au Maroc. C'est vrai, il faut batailler pour l'avoir, pour bien traiter nos malades. Mais pas mal de nos familles n'arrivent pas à l'avoir. Donc là, on doit avoir quand même des protocoles marocains pour sauver nos petits patients. Donc la valproate, elle a sa place dans ces cas-là. La valproate associée aux benzodiazépines, d'ailleurs j'avais fait une étude des paquines associées au clobazam et j'avais trouvé presque les mêmes résultats avec l'association avec Sabril corticoïde. Donc effectivement, c'est une maladie très corticosensible, donc il ne faut pas vraiment tarder la corticothérapie si les choses ne marchent pas en 15 jours, mais dans notre contexte, du moment où on n'a pas encore le Vigabatrin, l'association des paquines clobazam, c'est quelque chose de très important. Voilà, merci. Madame Haj Khalifa. Je peux parler. Merci Kawthar de ta présentation et des remarques très intéressantes du professeur Krioul. Je voudrais juste revenir sur un élément. Il y a des années, on disait toujours, un spasme, il y a les secondaires et les primitifs. Disons, ceux qui relèvent d'une étiologie et ceux qui ne relèvent pas. Et l'approche, nous venons de voir la difficulté du diagnostic, la difficulté de l'interprétation d'électro, quand est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'on peut le faire et on peut se tromper, mais surtout, quelle étiologie finalement, quelle étiologie, les spasmes qu'on peut guérir et c'est ceux peut-être qu'on ne peut pas guérir, et tu vas vers l'étiologie, et dans cette étiologie passe par un bilan biologique essentiellement tel, et l'IRM cérébral. Et puis quand on trouve quelque chose comme ça, oui,
Et puis sinon, ça devient l'idiopathique, le fameux idiopathique. Quand on a bénéficié d'une conférence extraordinaire du professeur Olivier Dulac, qui a été faite dans le cadre de la neurophysiologie il y a 20 jours, on apprend une chose, c'est que quand on dit idiopathique, on ne s'attend pas à quelque chose de particulièrement bon, dire idiopathique, qu'il n'y ait pas de cause. Si, il y a une cause. Cette cause, c'est que tu es passé par le séquençage d'exome, c'est bien. Maintenant, les pédiatres, on arrive à buter, on arrive à trouver on voit plus de malades, on voit plus de malades difficiles, mais aussi ces malades difficiles nous posent des problèmes de diagnostic. Et la radiologie ne nous aide pas beaucoup. Certaines biologies, certains examens biologiques ne nous aident pas beaucoup, et on est obligé d'aller vers le séquençage de l'exemple qui coûte très cher. On a appris pour le spasme que telle mutation, il y a une mutation, parce que maintenant la biologie moléculaire, elle vous dit le diagnostic, elle vous dit aussi le pronostic de la maladie et le traitement. C'est très bien, mais elle est chère. Et elle vous dit que le spasme idiopathique peut être rattaché à telle mutation. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est bénin. On ne peut pas dire aux parents, écoutez, moi j'ai fait l'IRM, j'ai fait le bilan bio, j'ai rien trouvé de tout ça. Attention, c'est un spasme qui est bénin, qui va disparaître. Il faut absolument ça. Voilà. Donc là, il faut le reprendre. C'est excellent ce que tu as présenté vraiment. De toute façon, même si je le dis, il va dire que je le dis comme ça. Mais je le dis vraiment, je le dis de bon cœur. Voilà. Réponse courte, s'il te plaît, voilà. Si tu as une réponse à rajouter. Après, il y a une dernière question de professeur Azami et c'est tout. Je partage bien sûr les avis de mes maîtres, le professeur Krioul, le professeur El Haj Khalifa. Peut-être juste par rapport au traitement, bien sûr, il faut se batailler pour avoir le vigabatrin, la corticothérapie. On n'a pas peut-être vigabatrin, mais il faut démarrer la corticothérapie, associée ou non à la dépakine ou autre chose, mais au moins la corticothérapie en attendant. Moi, je suis Tanger, c'est un peu près de l'Espagne, donc j'ai pas vraiment de mal. Et j'ai des stocks. Donc, je garde toujours un stock. Le sachet diallo pour d'autres malades. Ils ont tous compris que c'est très urgent, qu'il faut passer l'un à l'autre. Donc, voilà, on fait avec. Mais il faut avoir le vigabatrin parce que finalement, surtout s'il s'agit d'une sclérose tubereuse de Bournovis, c'est que le vigabatrin. Voilà. Professeur Azami. Merci beaucoup, professeur Khabbach, pour cette excellente présentation et qui est très bien illustrée. Et si j'ai un mot-clé à retenir de ta présentation, c'est une phrase clé, c'est le dépistage néonatal, qui est très important. Et je suis un militant du dépistage néonatal. Et les exemples sont nombreux de cas d'enfants qui, s'ils avaient été dépistés très tôt, ils ne seraient pas dans l'état où ils sont maintenant. Phénylcétonurie, le professeur Bouhadrou peut parler de l'hypothyroïdie. On peut même aller plus loin pour le dépistage des déficits immunitaires également. C'est des tests qui sont vraiment très simples à mettre en place, beaucoup moins compliqués que le whole exome. Pourquoi faire compliqué si on peut faire plus simple? Donc un simple prélèvement sanguin sur le talon d'Achille, vous mettez ça sur du papier buvard, vous l'envoyez au laboratoire, il y a le résultat. Et donc c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi ça tarde à se mettre en place dans notre pays. Ben, il y a beaucoup d'intervenants, c'est vrai, mais il manque, moi je suis convaincu qu'il manque de la bonne volonté. Et de la bonne volonté des décideurs et aussi des intervenants, que ce soit les médecins, les profs, tout le monde veut que ça aille dans ce sens. C'est vraiment un coup de gueule, je suis désolé. Merci beaucoup, on doit s'arrêter là. Il faut que ce soit mis en place. Il y a des pays, pour terminer, il y a des pays qui ont mis en place 50 tests de maladies génétiques de dépistage systématique pour chaque enfant. Et je me rappelle très bien d'un enfant en Californie chez qui on a fait le dépistage du déficit immunitaire. En 3 semaines, il a été programmé pour la greffe de cellules souches. Directement. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci beaucoup, professeur Khabbach, c'était excellent.